aujourd'hui, c'est particulier. Je vais commencer par la fin. Alors, je commence par la fin, c'est-à-dire que aujourd'hui, ben, c'est une journée assez symbolique pour nourrir parce que euh, donc on est en train de terminer le cycle de vie de nourrir. Donc aujourd'hui même, c'est une des dernières journées là, au local. On va remettre les clés aux propriétaires. Donc dans les dernières semaines, c'était vraiment tout le processus de fermeture, ben, comme un déménagement finalement, là, vente de matériel, tout ça. Euh, quand la question tout à l'heure là, par rapport à la vitalité, donc moi j'avais répondu 1 parce on est vraiment vers la fin. Et puis, à travers tout ça, ben, c'est sûr que là, je pourrais vous parler de plein de choses. Je pourrais vous parler des difficultés qu'on a eues durant le COVID, la constante adaptation, pas juste durant le COVID, mais même avant aussi. Euh, donc, il y a eu vraiment un long moment là, où on a été loin de notre essence parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on est un groupe d'achat d'aliments biologiques, éco-responsables et en vrac, donc plus vers le zéro déchet. Et durant la COVID, justement, pour s'adapter, ben, entre autres, on a emballé individuellement. Donc, ça a mis énormément de pression sur les opérations, mais aussi, ça le fait qu'on était loin de notre essence, donc parce qu'on n'était plus en vrac. Je pourrais aussi vous parler de comment ben, on a mobilisé les équipes, finalement, dans les derniers 8 mois, je dirais, là, justement pour redresser la situation. Mais en fait, c'est pas tant ça qui est important. C'est plutôt justement comment on vit les choses, puis qu'est-ce qui est important pour nous. Et dans toute cette aventure-là, ce qui est vraiment important pour nous, ben, c'est l'humain, puis c'est vraiment le chemin qu'on parcourt ensemble et qu'on a parcouru ensemble. Fait que c'est surtout là-dessus que justement que je vais vous parler. Euh, donc, nourrir, ben, on a toujours vu ça un peu comme un organisme vivant. Puis c'est pour ça que je dis que l'on termine un cycle de vie, en fait, en ce moment. Un peu comme à l'image d'une plante tu sais, qu'il y a une idée qui a germé, qui a émergé du sol, qui a poussé, qui s'est vraiment développée. Et à un moment donné, ben, qui retourne à la terre et qui a un- qui laisse quelque chose de riche, de fertile, donc du compost. Donc, je commence par la fin. Je vais aussi vous dire que, donc, oui, on est en processus de fermeture et parallèlement à ça, il y a une mobilisation, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger justement de ce compost-là. Il y a une espèce de mobilisation de plusieurs personnes, donc, pour peut-être là, qu'il y ait une autre forme de nourrir, donc peut-être sous la forme d'un réseau d'approvisionnement éthique là, au Québec. Donc, ça, c'est en émergence là, en ce moment. Là. On a déjà eu des rencontres pour, euh, pour voir quelle pouvait être la suite. Mais donc, sous la forme actuelle, là, c'est en train de clôturer cette étape. Et donc, un exemple de comment justement on vit les choses, ben, vendredi dernier, donc on a eu un petit moment rituel, donc avec les membres d'équipe, déjà pour récolter nos apprentissages. Euh, Aussi pour avoir un moment pour pouvoir échanger des gratitudes. Euh, Et donc, ça, c'était avec les membres d'équipe actuelle. Et durant la soirée, on s'est fait une célébration. Donc, on a fait un party avec, en fait, on a invité tous les membres d'équipe qui avaient déjà donc, travaillé à nourrir. Et là aussi, ça a été vraiment intéressant parce que, donc, oui, on a eu un moment pour fêter, pour manger, tout ça. Et on s'est aussi assis en cercle à un certain moment pour se présenter, parce que là, c'était particulier. Il y avait des gens qui avaient été dans différentes époques, parce que donc, le cycle de vie de nourrir a été de 7 ans.
Donc, il y a eu des gens qui ont travaillé là, à différents moments, donc vraiment dans différentes époques là, du projet. Et donc, on avait des gens qui avaient fait, qui avaient en fait énergisé les mêmes rôles, mais à des moments différents. Fait que là, on a pris le temps de chacun de justement faire un petit check-in, juste de se nommer c'est quoi les rôles qu'on a occupés dans Nourrir. Et les gens étaient invités à partager une anecdote. Qu'ils ont vécu là, durant leur passage à Nourrir. Et ça a été vraiment très riche. Ça a vraiment créé un beau moment de connexion. On parlait de la joie tout à l'heure dans le sous-groupe. Ben, justement, ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point justement on a toujours eu un alignement vraiment très, très fort là, sur la joie, le plaisir, vraiment le cultiver au quotidien, au travail, autant chacun en soi, mais aussi dans le groupe. Et je dirais que dans ce moment-là, ça a été vraiment révélateur, en fait, parce que dans les anecdotes, il y avait vraiment, on a vraiment ri beaucoup. Donc, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc, voilà pour la fin. Je vais quand même vous mettre un petit peu en contexte là, pour que vous connaissiez un petit peu plus le projet et notre parcours. Donc, je vais faire juste un petit bout là, sur le projet en tant que tel, puis je vous laisserai poser des questions si jamais vous avez des questions pour approfondir là, votre compréhension tout à l'heure. Là, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Oui. Parfait. Excellent. Donc, cela, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Nourrir, comme je disais, c'est un groupe d'achat d'aliments bio en vrac éthique. Donc, le projet a débuté en 2015. C'est un peu particulier parce qu'en fait, au début, c'était vraiment un petit projet de groupe d'achat, donc vraiment un projet nomade, en fait, et qui était très sporadique. Donc, ce n'était pas nécessairement une entreprise là, au départ. Donc, c'était une commande à chaque 2 mois. Et donc, la raison d'être, ben, à la base, c'était une mission. Donc, notre mission à la base, c'était donc de rendre accessibles des aliments biologiques, donc avec un meilleur impact sur la Terre et ses habitants, et donc en vrac, donc zéro déchet. Donc, on a vraiment eu une croissance rapide. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu d'adaptation. Donc, en fait, l'adaptation a été vraiment continuelle parce qu'il y a vraiment eu des gros changements même dans le modèle d'affaires, je dirais, ou dans le projet. Donc, déjà en 2016, donc, on est passé d'un projet nomade à avoir un endroit fixe, donc à avoir besoin d'un local parce que là, finalement, le volume, en fait, des commandes avait vraiment augmenté. Notre première commande, je vous fais un petit bond ici là, pour ce qui est de la croissance. Notre première commande, donc on avait 92 commandes. C'était une journée d'emballage à chaque 2 mois. Et on était seulement 3 cofondateurs. Pour faire un des plus gros bonds, je pourrais vous montrer. Donc, février 2018, donc là, on en était à 3356 commandes par mois. Donc, avec 6 journées d'emballage, 35 membres d'équipe et 13 cellules. Donc, ce qu'on appelle les cellules, c'est des cellules locales d'achat. Donc, c'est des points de cueillette ailleurs au Québec. Donc, on était basé à Montréal, mais donc avec des points de cueillette ailleurs au Québec. Donc, ça donne une idée. Et puis, après ça, donc, on est passé donc dans un autre mode, donc en mars 2020. Donc là, on était encore au mois. Mais en tout cas, c'est la formule
c'est la formule des cueillettes dans les autres villes qui a changé là, par rapport au volume. Donc, au lieu d'en avoir 13 à chaque 2 mois, là, on en avait 7-9 par mois. Donc, pour répartir un peu le volume. Donc, je reviens ici. Donc, croissance rapide, déjà un premier local, puis un deuxième local où là, on a vraiment pris le temps d'aménager le local vraiment pour avoir un lieu vraiment adapté à nos besoins. Autant nos besoins opérationnels que les besoins des membres d'équipe. Quand je dis membres d'équipe, là, pour nous, ça veut dire les employés. Mais on a toujours appelé les membres d'équipe, donc les employés, les membres d'équipe, donc juste pour que vous sachiez. Et donc, en 2018, en novembre 2018, on a adopté Holacracy. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, on a eu encore des changements opérationnels majeurs là, en avril 2020. Et là, donc, on en est en juin 2022, donc à notre cycle de clôture. Je vais revenir à ça ici. Donc, j'ai parlé un petit peu de la croissance rapide, surtout pour que vous puissiez avoir une idée, en fait. Donc, au départ, on avait vraiment une structure qu'on appellerait organique, c'est-à-dire qu'on n'adhérait pas vraiment aux formes traditionnelles de management, mais on n'avait pas vraiment de structure claire, en fait, pour vraiment l'exprimer, pour vraiment l'expliquer. Pour nous, dans notre tête, on s'était tout le temps dit qu'on fonctionnait en cercle, puis on voulait vraiment on ne voulait pas être les seuls à porter le projet, donc on a toujours laissé la place à d'autres personnes de prendre leur place. Et en même temps, ben, comme on connaissait déjà beaucoup le projet, ben, c'est sûr qu'on était quand même souvent à l'avant-plan. Et on s'est rendu compte à la longue, on s'est comme fait rattraper finalement par les formes plus traditionnelles de management, entre autres la formule un peu plus hiérarchique. Et ça a été bien à notre insu, dans le sens que, comme les gens sont habitués à ce format-là, ben, c'est comme si finalement ils référaient toujours à nous, puis comme si à travers ça, c'était plus difficile de vraiment prendre des initiatives puis d'aller de l'avant. Donc, on s'est vraiment posé des questions par rapport à ça. Et donc, on était à la recherche, en fait, de quelque chose d'autre. On ne savait pas exactement quoi. Même, on s'était déjà dit, on va créer notre propre modèle. Mais là, en même temps, on était déjà pas mal bien occupés dans les opérations. Fait que on trouvait ça quand même gros. Et à un moment donné, je suis tombée sur un site qui parlait, en fait, j'avais déjà pris une petite formation sur la sociocratie. Et là, après ça, je suis tombée sur des sites qui faisaient des liens entre sociocratie, holacratie et TEAL, donc les organisations OPAL, donc TEAL en anglais, OPAL en français. Et ça l'a tout de suite attiré mon attention. En fait, j'ai lu un petit peu là-dessus. Juste pour vous dire, dans le fond, les organisations OPAL, ça repose sur 3 grands concepts. Donc, il y a l'aspect d'avoir une raison d'être évolutive, il y a un aspect d'autogestion et il y a ce qu'ils appellent la plénitude au travail. On peut aussi nommer ça l'authenticité. Donc, c'est vraiment comment par rapport à la plénitude. Donc, c'est comment on peut être pleinement soi. Parce que souvent, on arrive au travail puis on doit laisser une partie de soi de l'autre côté de la porte. Peut-être qu'on ne montrera pas nécessairement, je ne sais pas, là, notre côté rigolo ou un côté... mettons, un aspect de la famille. Peut-être qu'on va réserver ça. Donc, on ne parlera pas tant de soi puis de qu'est-ce qu'on vit. Et donc, avec ça, ben, c'est l'idée de pouvoir être pleinement soi au travail. Ben, en fait, je dirais, j'oserais même dire dans tous les aspects de notre vie.
Donc, par rapport à l'autogouvernance, juste pour donner une idée, autogouvernance, autogestion, c'est la même chose. En fait, en gros, là, c'est de laisser une plus grande liberté, plus de responsabilité aussi aux employés. Donc, souvent, on parle de distribuer les autorités. Et donc, ouais, c'est ça. En gros, puis même je pourrais rajouter, ça c'est ma petite touche personnelle par rapport à l'autogestion, peut-être teinter un petit peu de tous les apprentissages en holacratie, mais pour moi, dans l'autogestion, il y a vraiment un aspect aussi de comment faire en sorte que les gens puissent être vraiment dans une posture d'adulte, vraiment dans une posture souveraine au travail, donc justement qui va amener plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus de liberté aussi, donc d'oser prendre ces libertés-là. Donc, bref, quand j'ai vu ça, donc quand on a découvert ça, ça a vraiment fait wow! Ça a vraiment. Puis là, attends un petit peu, là, je vais juste. Ouais, non, ben, j'ai hâte de vous voir. Je vais revenir, je vais arrêter bientôt le partage d'écran. J'en vois juste quelques-uns. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour moi, ça l'a vraiment fait wow parce que c'est comme si ça venait mettre des mots sur ce qu'on ressentait. C'est comme si ça venait expliquer, puis même ça venait nous montrer un peu comme un exemple de OK, ben il y a d'autres gens qui partagent nos idées d'être plus soi au travail, puis de, de pouvoir justement donner plus de liberté, de responsabilité aux gens. Et donc, ça venait, donc déjà, ça l'a fait comme, OK, ben, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul là-dedans. Donc, ça nous a vraiment inspiré, ça nous a vraiment donné des exemples et ça nous a aussi montré qu'on n'était pas obligé de créer notre propre modèle, donc on n'est pas obligé de partir de zéro, mais qu'on pouvait s'inspirer puis avancer avec ça. Donc, on a vraiment plongé dans l'aventure. Et en fait, avec tout ça, on s'est rendu compte que pour les 3 aspects là, que je vous parlais tout à l'heure, que l'aspect de la plénitude, ben, il y avait déjà plusieurs choses qui étaient déjà bien intégrées finalement dans Nourrir. J'en parlais tout à l'heure dans le sous-groupe. Là. Pour nous, ben, c'est même dans notre nom, hein, Nourrir. Donc, l'aspect de la joie, du rire a toujours été vraiment présent. Et puis, un exemple de ça, dans les cueillettes, dans les moments de cueillette, donc c'était vraiment des moments quand même intenses, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'actions, il y avait beaucoup de gens qui venaient chercher un peu comme un marché, là. Donc, tu sais, quand on va au marché, exemple, le week-end, ben, tu sais, il y a plusieurs personnes, il y a comme, tu sais, c'est vivant, c'est actif. Donc, le rythme était quand même soutenu. Et à un moment donné, on se disait, ben, OK, ben, on a besoin aussi de prendre des pauses, mais justement, pour les membres d'équipe, des fois, c'était plus difficile de prendre des pauses avec ce rythme-là. Et donc, on a instauré une pause qui s'appelle une pause mangoustane. On a appelé ça comme ça justement parce que ce matin-là, on avait fait un cercle, un check-in comme on a fait tout à l'heure, et la thématique, c'était les aliments. Et il y a quelqu'un qui avait mentionné un mangoustane qui est comme un fruit asiatique. Et on avait bien aimé le nom. Et en joke comme ça, quand quelqu'un, à un moment donné, a monté le son de la musique, et a crié Mangoustan! Puis là, ben, tout le monde s'est mis à danser. Donc, on avait des pauses de danse. Donc, en plein milieu de la cueillette, donc vous veniez chercher vos aliments, mais tout d'un coup, tout le monde se mettait à danser pour le temps d'une chanson. Donc, ça, c'est un petit exemple là, de notre côté festif, je dirais, et vivant. Quoi d'autre? Là, je suis un petit peu plus loin. Je vais juste me retrouver.
Ah ouais, je suis curieuse juste de vous voir un petit peu. J'ai pas posé la question, c'est ça au début, mais à quel point. Puis là, vous pourrez me faire signe, là. Attendez, je vais vous mettre en petit. Peux-tu le voir comme ça ici? Ouais. Ah, je vous vois pour le temps de quelques secondes. Fait que vous pourrez faire un signe avec les mains. Fait que ça veut dire beaucoup, ça veut dire moyen, ça veut dire pas beaucoup, mettons, si je ne vois pas vos mains. Donc, à quel point, avec ce que j'ai parlé tout à l'heure, là, l'explication des organisations OPAL, donc à quel point vous connaissez les organisations OPAL, donc les différents concepts, là. OK. OK, parfait. Quand même assez élevé. Parfait. Super. Euh, OK. Euh, ben, pour moi, en fait, ce que je peux peut-être partager, pour moi, une organisation OPAL, c'est vraiment une communauté de travail donc, qui fonctionne en autogestion, qui est pilotée par sa raison d'être et dans laquelle, en fait, l'humain peut être pleinement soi-même. C'est-à-dire qu'il peut enlever ses masques, puis qui n'est pas obligé de se cacher finalement derrière son ego, donc finalement qui peut être authentique. D'ailleurs, je vais vous remettre la petite carte tout à l'heure. Voilà, des petites organisations opales, ça fait un petit peu un petit tour là, en plus des trois grands concepts. Qu'est-ce qui est inclus un peu là-dedans. Pour moi, c'est aussi donc en fait, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, c'est un peu comme on cherchait c'est-à-dire on voulait créer notre propre modèle. Oui, et donc avec les organisations OPAL, c'est pas tant qu'on a trouvé un modèle, mais on a vraiment trouvé une approche. Vraiment, les organisations OPAL, des fois, j'ai de la misère pas à l'expliquer, mais c'est quelque chose on dirait que c'est quelque chose de tangible et intangible à la fois, dans le sens que c'est vraiment un nouveau paradigme. Puis des fois, quand on explique ça aux gens, c'est comme, ils comprennent que, OK, oui, c'est un nouveau paradigme. Euh, mais je pense que c'est vraiment quand on le vit, à quel point on se rend compte qu'effectivement, ça demande plein de réajustements, autant dans le groupe que personnel. Euh, Parce que c'est vraiment une autre manière de penser, une autre manière de faire les choses. Et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment euh, au fur et à mesure qu'on ajoute, qu'on choisit de faire une nouvelle pratique, qu'on ajoute des nouveaux outils, etc. Et que les personnes aussi apprennent à fonctionner dans ce nouvel environnement-là. Comme avec des nouvelles règles du jeu, on pourrait dire, que finalement, ça se crée. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est à la fois tangible et intangible en même temps. Donc, c'est bon. Je pense que c'est bon pour ça. De toute façon, je vous laisserai me poser des questions tout à l'heure. Donc, l'idée, là, aujourd'hui, c'est un peu de faire un plongeon donc dans une organisation OPAL, donc dans Nourrir. Et je me suis dit que peut-être qu'une des manières le plus simple d'en parler, parce que Odile, justement, me posait la question quand on était en préparation, qu'est-ce qui est pareil, puis qu'est-ce qui est pas pareil? Et puis, en fait, donc j'ai pensé le faire, mais un peu comme un peu comme un chemin. Donc, du point de vue d'un participant, donc ce qu'on appelle, nous, un participant, c'est un client, en fait. C'est juste qu'on n'a jamais appelé donc nos clients des clients, on les a appelés des participants parce que, comme on est un groupe d'achat, ben, les gens participent soit à la cueillette, donc pouvaient aussi être bénévoles, donc participent à l'achat groupé. Donc, c'est pour ça que c'était des participants. Donc, du point de vue d'un participant, donc, pour lui, en fait, Nourrir, c'était probablement une entreprise qui fournit de bons aliments bio.
peut-être justement qu'ils pouvaient quand même voir qu'il y avait certaines choses de différentes. Exemple avec la pause Mangoustan que je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi une autre pause qu'on a faite. Et puis là, j'ai pas de. Je voulais apporter mes cloches, mais je les ai pas. Mais donc, c'est une pause, on appelait ça une pause respire. Donc, on sonnait une petite cloche, une petite clochette. Et là, quand on sonnait la cloche, mais là, justement, dans ce grand environnement très actif, très en mouvement, mais là, c'était juste un moment de revenir à soi. Donc, il y avait comme un silence qui s'installait. Donc, c'est comme si on écoutait le, la fin du tintement de la cloche. Et c'était un moment pour revenir à soi, donc à sa respiration. Ça pouvait se faire les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc, c'était vraiment juste un moment de pause et c'était vraiment magique, en fait, ce que ça créait parce que tout d'un coup, imaginez là, dans un marché, si quelqu'un sonne une cloche puis que tout d'un coup, tout s'arrête. Les bénévoles qui sont en train d'emballer des aliments déposent les pelles et donc, il y a comme vraiment un moment de silence et de calme qui s'installe. Et puis ça durait donc quelques secondes, peut-être une vingtaine de secondes. Puis après ça, les activités reprenaient. Donc, pour les membres d'équipe, donc ce qui était pareil, donc c'est sûr qu'il y avait des responsabilités donc différentes, tout dépendamment si la personne était leader de rôle ou leader de cercle. Mais du côté de ce qui était différent, tout l'aspect de l'autogestion. Donc, on fonctionne en cercle. D'ailleurs, là, je vais vous montrer. Je reviens ici, juste vous montrer la structure. Vous l'avez ici, ouais. Donc, ça, ça se trouve être notre organigramme. Donc, vraiment, c'est vraiment la structure là, de l'entreprise, donc par cercle, donc par domaine d'activité. Donc, pour les membres d'équipe, donc ça a permis en fait une grande liberté d'action et d'autonomie. Puis je pense un des concepts là, que je vais vous partager, c'est le plus grand en fait, c'est ce qui fait vraiment une différence là, par rapport à l'autogestion. Dans une entreprise traditionnelle, on part du principe que tout est un feu rouge et qu'on a besoin de demander les autorisations finalement pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un feu vert. Donc, en autogestion ou en holacratie, on fait exactement le contraire. Donc, on part du principe que tout est un feu vert, à moins que ce soit clairement indiqué qu'il y a un feu rouge ou un feu jaune. Okay? Donc, et les feux rouges et les feux jaunes vont être mentionnés soit donc dans la constitution de l'holacratie, parce que c'est un management constitutionnel. Donc, c'est comme un peu les règles du jeu, donc qui sont claires pour tous, qui sont explicites. Ou sinon, dans une application, donc ce que vous voyez là, à l'écran, c'est notre organigramme, mais donc c'est sous forme d'une application où on peut rentrer en fait les responsabilités, les rôles de chacun et on peut ajouter finalement d'autres règles du jeu à cet endroit-là. Donc, c'est là qu'on peut voir s'il y a d'autres feux rouges ou des feux jaunes à faire attention avant de prendre action sur quelque chose. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé, Odile? Est-ce que je... Ouais, enfin, tu as encore une minute, mais on va effectivement... si tu as encore un point important, vas-y. De toute façon, il y aura des questions-réponses derrière. Ben oui, en fait, je vais en fait, parce que hey, je me sens tellement prise parce que le point principal, ce que je voulais vous parler, c'était vraiment de l'aspect humain. Puis c'est pas ça que j'ai pas eu le temps de me rendre finalement. Mais je vais vous partager quelque chose, en fait, de la semaine dernière, quand on a fait le rituel. Donc, justement, là, les gens partageaient une anecdote et il y en a une qui m'a vraiment touchée d'un de nos membres d'équipe qui, ça fait 1 an et demi là, qui a quitté. Puis lui, il est retourné aux études par la suite. Puis là, il venait de terminer justement là, son programme d'études.
Et ça a été vraiment touchant parce que ce qu'il nous a dit, il a dit que pour lui, il sent que même s'il il a appris comme un métier, il sent qu'il a plus appris dans son passage à nourrir que dans la formation qu'il venait de prendre. Puis pour lui, c'est parce qu'il a vraiment beaucoup appris du côté humain. Entre autres parce que, on a, ben justement, on a offert des formations pour justement apprendre le nouveau mode de gouvernance, mais qui l'a amené, lui, à prendre justement plus sa place. On avait des formations sur la communication, puis tout au niveau des relations humaines aussi, comment on mettait l'emphase sur comment on interagit ensemble, comment on vit les choses, de prendre le temps justement de faire des petits check-ins le matin, donc avec l'équipe ou en début de rencontre. Donc pour lui, ça a été vraiment formateur. Puis je dirais que ça a été un témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que justement, j'ai vraiment pris pris connaissance finalement de l'impact que ces nouvelles manières de faire-là ont sur les gens. Chose que des fois, dans le quotidien, quand on est dedans, on sait qu'on fait les choses, différemment, hein, puis qu'on amène certains points pour ça. Et en même temps, il y a toute la vie normale de l'organisation, avec des trucs opérationnels, des fois des choses qui vont bien, des fois des choses qui vont moins bien, etc. Fait que des fois, on le voit moins. Mais là, c'était vraiment une possibilité d'avoir un regard finalement sur ce genre d'impact-là humain que le fait de faire des choses différemment amène finalement non seulement au groupe, mais à chaque individu. Donc voilà. Ok, Valérie. Bon, mais écoute, de toute façon, on va continuer sous forme de questions-réponses. Merci beaucoup pour ce premier aperçu.